Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si nous prenions le temps de réfléchir à la place des pères dans la dépression postnatale ? Alors oui, j'ai dit postnatale et pas postpartum, parce qu'en fait c'est le vrai mot. On parle aussi de dépression paternelle. Alors que ce sujet est souvent évoqué sous un angle féminin, il est rare que l'on se penche sur le vécu des hommes. Je le dis tout de suite pour les personnes qui vont rattraper ma veste, non, l'idée n'est absolument pas d'invisibiliser la dépression du postpartum des femmes, qui est un énorme problème de société et qu'il faut continuer de travailler encore comme on l'a si souvent fait ici. On peut quand même aussi parler de la dépression paternelle et de la dépression postnatale, donc celle qui concerne les hommes, les pères, parce que c'est aussi un sujet et qu'en plus elle est aussi corrélée à la dépression du postpartum, des mères donc. Dans cet épisode, nous allons explorer cette facette méconnue avec la docteure Lucie Joly, psychiatre spécialisée dans la santé mentale au féminin, mais pas que, et enseignante à Sorbonne Université. Lucie Joly n'est pas seulement une experte reconnue dans son domaine, elle partage également une expérience riche et variée qui inclut la rencontre et l'accompagnement de nombreux pères en consultation à la maternité. C'est cette double casquette de praticienne et d'enseignante qui lui permet d'offrir une perspective unique et profonde sur un sujet crucial mais trop souvent négligé. Son engagement pour la cause des parents transparaît dans chaque mot qu'elle partage, rendant ses interventions à la fois pertinentes et émouvantes. Au cours de notre échange, nous abordons des questions fondamentales, telles que qu'est-ce que la dépression postnatale chez les pères ? Quels sont les symptômes spécifiques et pourquoi reste-t-il souvent sous-diagnostiqué ? Quels sont les facteurs de risque et de protection pour les pères face à cette condition ? La docteure Joly nous éclaire également sur les différences entre dépression postnatale masculine et féminine, ainsi que sur les biais et tabous qui entourent encore ce sujet si délicat. En parlant de l'impact de cette dépression sur la relation père-enfant et sur le couple, elle nous permet de comprendre les enjeux complexes et d'identifier les moments où l'intervention devient nécessaire. Ce dialogue est riche en émotions, en réflexions et aussi en outils pratiques. En écoutant cet épisode, vous découvrirez non seulement des aspects méconnus de la parentalité, parfois même un peu tabous, mais vous disposerez également de nouvelles perspectives pour accompagner au mieux les nouveaux parents, qu'ils soient père ou mère. Donc restez avec nous, vous allez adorer cet épisode, j'ai la conviction qu'après écoute, vous verrez la dépression postnatale sous un jour nouveau, et que cela vous donnera des clés précieuses pour créer une société plus inclusive et bienveillante pour toutes et tous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone. Le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Docteur Joly, comment définiriez-vous la dépression du postpartum chez les pères ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, on parle beaucoup de la dépression du postpartum chez les mères, mais il existe une dépression du postpartum chez les hommes, ou autrement appelée dépression postnatale. Et en fait, elle se définit par des symptômes de dépression dans l'année qui vont suivre l'accouchement, dans l'année qui suit l'accouchement de la compagne. Est-ce que c'est important de préciser postnatal ou pas ? Parce que moi, des fois, quand je parle de postpartum, et je le comprends, j'ai des femmes qui arrivent qui me disent « Non mais Cédric, le postpartum, en fait, c'est des suites de couches dans le sens du mot. » Est-ce que c'est plus précis, du coup, de parler de postnatal pour les hommes ? Voilà, on va plutôt parler de dépression postnatale pour les hommes. Le postpartum se réfère plutôt aux femmes et aux symptômes physiques qu'elles peuvent ressentir dans l'année qui suit l'accouchement. Dépression postnatale du coup des pères, quelles données actuelles on a sur la prévalence de cette condition chez les pères ? Eh ben, selon les études scientifiques, la prévalence de la dépression postnatale chez les pères, elle serait entre 8 à 10%. Mais voilà, ça dépend des études scientifiques. On montre en fait qu'il y a une augmentation de cette prévalence qui est aussi due, je crois, à une libération de la parole et puis à une évolution du statut de papa dans la société dans les dernières années là.
Si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que il y a aussi peut-être un petit biais quand même au niveau des études parce que les hommes n'en parlent pas, c'est ça? Oui, c'est quand même compliqué pour les hommes, d'aller, consulter, verbaliser leurs difficultés et puis, la dépression, chez l'homme, on va en parler après, c'est des symptômes qui sont un peu spécifiques et qu'on n'a pas dans nos représentations, donc il doit y avoir beaucoup de dépression, chez les hommes qui sont, sous-diagnostiqués. Bah, justement, du coup, j'arrive sur ce que vous évoquez, c'est quels sont les principaux symptômes qui permettent de détecter la dépression postnatale chez les pères? Alors, déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est que la dépression postnatale chez les pères, elle n'est pas, référencée dans notre manuel, diagnostique et Ah! statistique des pathologies, mentales, comme la dépression du postpartum d'ailleurs D'acc et donc elle va se définir par des symptômes de dépression, classiques. Ça peut être de la tristesse, de la perte d'intérêt, ça peut être des troubles du sommeil ou de l'appétit. Mais il va y avoir quand même des signes un peu spécifiques qu'on va pouvoir détecter avec, plus, d'irritabilité, des papas qui peuvent se tourner vers un surinvestissement professionnel ou, sportif ou de l'addiction, plus d'impulsivité. C'est pas juste parce que c'est un truc de mec? Non, C'est une vraie question, hein. non, il y a vraiment des caractéristiques qui sont, spécifiques en fonction, des hommes et des femmes et c'est vrai que même au niveau de la temporalité, les dépressions, chez, les pères, elles vont, survenir plus tard, plutôt vers, le 8e, 9e mois après l'accouchement, alors que chez, la femme, c'est plutôt vers la 6e semaine après l'accouchement et c'est aussi en lien avec, des facteurs hormonaux, hein, qui sont bien sûr, pas les mêmes que chez les femmes, mais qui vont jouer aussi. On sait que, pendant la grossesse, de la compagne, le père va, diminuer son taux de testostérone et on sait que ça, dans le postpartum, ça va être associé à, des symptômes de dépression postnatale. Et du coup, comment on fait? Parce que c'est programmé biologiquement, du coup, qu'on C'est des pistes, OK. en recherche en tout cas qui, essayent de comprendre comment les hormones et ça se fait aussi chez les femmes, hein, influencent, les Mmh. modifications cérébrales, dans tout ce qui est parentalité. Pour l'instant, on s'intéresse beaucoup aux femmes et j'espère que ça va être bientôt, les hommes. Je m'autorise à penser, mais je sais bien que vous mettez toute la prudence dans votre propos, mais que c'est toujours pas assez, diffusé par rapport aux femmes, hein. Il y a beaucoup trop de tabous, c'est pas encore assez pris en considération. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir que ça touche aussi les hommes, les pères. Je me demande quand même un truc quand je vous entends, parler des symptômes, je peux pas m'empêcher de réfléchir avec un peu cet aspect, vision sociale de société et de comment est-ce qu'on éduque les petits garçons et tout, parce que l'irritabilité, le fait de vouloir aller au sport et tout, finalement, ça ressemble surtout peut-être à ce qu'on a appris à ces garçons à comment être des hommes. Donc, est-ce que déjà il y a pas un souci d'alphabétisation émotionnelle au départ, et puis finalement, derrière comme on sait pas l'exprimer, on fait avec ce qu'on a? Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est attrait à, je sais pas, à la biologie ou c'est de l'acquis? C'est impossible de dissocier les 2. OK. Alors il y a des facteurs hormonaux, hein, ça c'est sûr qu'on peut les détecter, dans la recherche, mais bien évidemment la biologie n'explique pas tout et il y a, tous ces facteurs, sociétaux qui sont très importants. Comment on élève son enfant et après, bien évidemment, c'est ancré en soi, et donc oui, ça va jouer, c'est sûr. Ça serait fascinant d'observer, alors je sais pas comment ça serait possible, mais d'observer ou de prendre en compte ce côté de comment est-ce que j'avais une alphabétisation émotionnelle avant de devenir père? Est-ce que j'étais déjà capable d'exprimer mes émotions et est-ce que c'est un facteur de protection? Pas forcément face à la dépression postnatale, mais sur comment je la vis. Mmh. Ça pourrait être, Ah hyper ça serait intéressant. oui, ça serait hyper intéressant Et et ça existe pas ça encore? n'existe pas encore et Bon, on espère, c'est peut-être une piste. que voilà, ouais, que ça va venir et il nous faut du budget pour avancer dans la recherche, là-dessus, c'est On sûr. va passer le message. Quels sont les facteurs de là, je parlais de facteurs de protection, mais on y reviendra après, bien sûr, mais quels sont les facteurs de risque spécifiques aux pères pour développer une dépression, postnatale? Ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression postnatale, elle peut toucher, tous les pères, même OK. s'il y a pas d'antécédents particuliers. Cependant, on va quand même, pouvoir détecter certains facteurs de risque, comme par exemple, un papa qui a eu un traumatisme, dans l'enfance, qui, par exemple, a des difficultés professionnelles ou, s'il y a des tensions dans le couple. Si la grossesse a été compliquée, si par exemple on a découvert, des malformations, Mmh. chez le fœtus. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut repérer, pour pouvoir, proposer un soutien à ces papas qui ont un terrain, fragile de vulnérabilité.
Est-ce qu'aujourd'hui, ces facteurs de risque, ils sont connus? Alors, je vais pas dire du grand public parce que ça, non. Dans les maternités, chez les pros de santé qui sont au contact direct avec ces pères? Bah, ce qui est dommage, c'est que à la maternité, souvent le papa est un peu exclu des prises en charge. Mmh. On se focalise et c'est normal, hein, beaucoup sur la maman. Mais, je crois qu'il faut plus les intégrer, dans les suivis parce qu'ils font partie, voilà, de l'affaire et donc, il faut absolument, qu'on puisse, mieux former les professionnels justement à détecter les spécificités de la dépression, paternelle. Et de mieux, comprendre et mieux repérer ces facteurs de risque qui n'est pas fait actuellement. Et du coup, du côté des facteurs de protection, qu'est-ce qui peut aider à prévenir cette dépression, chez les pères? Bah, justement, peut-être une meilleure, intégration, dans le suivi de la grossesse, de la maman. Essayer d'informer, les pères que ça peut arriver. Rien que d'être informé déjà, ça soulage d'une grande douleur, de se dire, bah, est-ce qu'on n'est pas, seul, qu'on n'est pas fou. Les facteurs de protection, c'est aussi d'avoir une bonne stabilité, familiale, enfin une bonne relation avec, sa compagne, d'être bien entouré, par sa famille. Ça, c'est, je crois, le socle, pour être, voilà, être bien, dans ce moment qui peut être très compliqué pour les papas. J'avais lu en préparant, mon premier livre «Tu veux être papa», j'avais un peu traité enfin, j'avais fait quelques recherches sur le sujet. J'avais lu une étude de l'université de Sydney, si je me trompe pas, qui parlait justement de la dépression, postnatale des pères et qui expliquait que le constat a été fait dans cette étude-là que, le risque de dépression postnatale des pères est, 50 plus élevé de mémoire quand la mère fait elle-même une dépression du Oui, postpartum. c'est dépendant, c'est-à-dire que, et cette étude est très belle. Elle montre, que, en effet, si, une maman fait une dépression du postpartum, le papa, a beaucoup de risques, d'en faire une, lui aussi et inversement et ça a D'accord. été aussi montré, en cas d'accouchement, traumatique, cette corrélation, avec la dépression paternelle. Est-ce qu'il est juste de dire du coup que, même si on doit intégrer les pères et je vous rejoins totalement dans votre réponse, mais est-ce qu'il est juste de dire que prendre soin des mères aussi, ce qui est pas encore assez fait, bah, c'est en fait aussi prendre soin de tout le monde globalement, Bah, oui, et que c'est une vraie c'est prendre priorité? soin des pères et aussi prendre soin des nouveau-nés. Oui, Parce qu'en fait, qu'on ait une dépression, chez la mère ou chez le papa, on sait que, ça peut avoir des effets délétères sur le nouveau-né si c'est prolongé. Parce que, quand on va, interagir, de façon appauvrie ou, ce qu'on dit, dans le milieu médical, c'est de façon disharmonieuse, mmh, on va pas pouvoir échanger, avec son bébé en termes de contact oculaire, de sensations. Ça peut avoir un impact sur le développement, psycho-affectif, du bébé, voilà, quand c'est vraiment, sévère et prolongé. Donc, ce qui est une prévention, pour, la mère ou le père est aussi une prévention pour le nouveau-né. c'est hyper intéressant de se dire quand même que ce soit pour la dépression paternelle ou pour le en effet, vous avez raison, le soin au nouveau-né, c'est hyper important. Prendre soin des mères, c'est quand même une priorité, qui devrait être une des priorités de la société, quoi. Bah, oui et on n'est pas encore, optimal, hein, c'est Ah vrai non, que pour les femmes, une femme sur 5 fait une dépression du postpartum et le suicide est la première cause de mortalité mmh. maternelle dans l'année qui suit l'accouchement, donc Ça, c'est le sujet que vous traitez de près, quoi, du coup. oui, voilà. Ce qui est au cœur de mes recherches, en neurosciences périnatales, mais les neurosciences périnatales s'intéressent aussi aux hommes. Là, il y a une question qui me vient dans la discussion, c'est est-ce que vous rencontrez des freins là-dessus en termes du fait de dire, parce que j'entends aussi, et je comprends les discours qui pourraient dire: «Ah voilà, on va encore une fois, on va parler des hommes, alors que c'est bon, on parle de tout le temps, les mères souffrent», et c'est vrai, les mères souffrent, comme vous l'avez rappelé, le suicide, hein, est la première cause de mortalité. Est-ce que vous rencontrez ce discours-là, vous, dans votre pratique, ou dans vos communications? Oui, c'est compliqué justement en termes de recherche, par exemple, on va plutôt se focaliser sur les mamans au vu des chiffres qu'on a, mais et donc ça peut être, ouais, on peut dire oui, on s'intéresse encore, aux hommes, parce que en fait, pendant de nombreuses années, bah, les hommes étaient pris dans les essais cliniques, Mmh. parce qu'on disait: «Ah, les hormones, vont biaiser les résultats». Et donc les femmes étaient un peu oubliées, de la recherche et donc maintenant les femmes sont
plus incluse dans les essais, mais c'est pas pour autant qu'on doit oublier la recherche aussi au niveau des masculins. Et c'est vrai que pour tout ce qui est modification cérébrale, dépression postnatale chez le père, ça c'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout, quoi. Alors qu'il y a un champ de recherche énorme et que on peut faire des choses, on peut trouver des traitements qui sont adaptés à cette période de vulnérabilité qui est vraiment spécifique. Et c'est en ça que je disais qu'il faudrait qu'il y ait un diagnostic qui soit autonomisé dans le DSM parce que c'est une pathologie qui a quand même des particularités. C'est pas la même chose de faire une dépression dans l'année qui suit l'accouchement de sa femme où on s'occupe d'un nouveau-né que de faire une dépression à 55 ans, 60 ans. Elles sont différentes. On a évoqué cette étude de Sydney, que ça interagit. Est-ce qu'il y a d'autres manières dont les dépressions postnatales des pères et postpartum des mères interagissent entre elles, outre le fait d'être des facteurs de risque? En termes d'organisation à la maison, si on a son conjoint qui est déprimé, quand on a un nouveau-né, c'est un tsunami dans la vie d'un couple. Et ça, en fait, on n'en parle pas assez, mais la vie de couple change et il faut faire un deuil de sa vie d'avant. On n'en parle pas assez avant que ça arrive. Et donc, ça peut être un choc assez terrible. Et souvent, ce qui se passe dans les couples que je reçois dans mon cabinet de consultation, c'est que ça peut être très dur à un moment pour la femme, par exemple, et c'est souvent dans les semaines qui suivent l'accouchement, et l'homme plus tard. Et en fait, ils sont en décalage dans leur souffrance. Et ça crée des tensions en fait au sein du couple. Et c'est en ça que c'est compliqué parce que du coup, ils ne se comprennent pas forcément. Et puis sur des douleurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Je peux que vous rejoindre, puisque au moment où on enregistre en septembre 2024, mon garçon est né en février, le deuxième. Et du Félicitations. Merci. Mais du coup, c'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est pas qu'au premier enfant qu'il y a des risques, puisque la vie d'avant aussi, quand on était que 3, avec l'équilibre retrouvé, etc., elle n'existe plus. Et ça peut être très difficile, bien sûr. Moi, avec ma compagne, on a un postpartum. En plus, l'auditoire le sait, on a un bébé RGO, donc c'est compliqué. Peut être très fatigué, en effet. J'aime beaucoup le fait que vous souligniez que, du coup, il y en a un qui va aller un peu mieux, et puis l'autre moins bien. Et puis, du coup, en fait, on est déphasé, quoi. C'est ça, c'est une temporalité qui n'est pas la même, en fait, pour chaque parent. Et c'est ça qui peut être un peu difficile et qui peut créer des tensions. Et je rebondis sur le RGO et sur parce qu'un bébé qui a un reflux gastro-œsophagien, c'est assez compliqué parce que c'est intense. il pleure beaucoup, il a mal, on se sent démuni. Il y a des nuits qui peuvent être assez terribles. Et c'est vrai que le manque de sommeil, c'est l'un des facteurs de risque les plus importants dans la dépression. Et donc, moi, je conseille aux parents vraiment d'essayer, en tout cas dans le postpartum immédiat, de dormir dès que son bébé dort, parce que il faut vraiment optimiser le sommeil. De pas dormir, ça rend irritable, ça impacte le moral et c'est un peu le cercle vicieux. Oui, alors après, le truc, c'est que dans les faits, dormir quand son bébé dort, autant en toute transparence. Alors déjà, ça veut dire qu'on n'est pas sur un temps de travail, donc c'est vraiment dans les premières semaines. Oui, voilà. Je peux être dans le congé maternité. Paternité, c'est encore très court. Mais c'est forcément sur un temps où on n'est pas sur un temps employable. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, par exemple, qui avait pris un congé parental pour ma grande qui a 6 ans, même si c'était juste 3 mois, en fait, c'est vrai que c'était possible, en tout cas. On pouvait... alors, avec un bébé RGO, c'est une autre paire de manches, puisqu'il dort 30 minutes. Pour s'endormir, machin, et puis en plus, comme il dort porté, c'est compliqué. Oui. Mais on va dire, sans cette problématique-là, c'est quelque chose qui, en effet, moi, avait bien fonctionné avec notre grande, de pouvoir en effet faire des siestes en même temps qu'elle, etc. Néanmoins, quand du coup on se retrouve avec 2 enfants, dormir quand bébé dort, oui, c'est plus ça marche compliqué. plus. Ouais. C'est peut-être trop compliqué pour nous, mais nous, ça marche plus. Hein. Oui, avec 2 enfants. C'est vrai que ce que je conseille pour le nouveau-né, en tout cas, c'est qu'il faut essayer de se préserver comme on peut. Bien sûr. Et c'est vrai qu'au début, dans les premières semaines, les premiers jours, c'est quelque chose qui est très important pour l'humeur, pour le moral. Et donc, essayer de trouver des choses pour dormir juste quelques heures à la suite. Par exemple, couper les nuits ou pour que l'autre ait au moins un minimum de sommeil
voilà, ne pas être à deux au front. C'est ce que je veux Mais dire. oui, nous, je sais que. Oui, mais alors, je vous rejoins totalement. Je sais que nous, là, un des derniers trucs qu'on a mis en place là pendant les vacances, c'était que notamment, on s'était dit, là, notamment quand il était malade, on n'arrivait vraiment pas à le faire dormir. On s'est dit, en fait, on va faire des tours de garde. Genre, Mmh. je vais aller. Moi, je vais pompe pendant 3 heures. En plus, comme il fallait pas réveiller la grande et tout, bah, je suis même parti en voiture avec bébé pendant 3 heures pour, voilà, pour le calmer. Mmh. Et puis, on s'est posé, mais pas à la maison. Du coup, ma compagne a pu en effet dormir, ne serait-ce que 3 heures Mais d'affilée. c'est essentiel, quoi. Et en Ça effet, compte. voilà, on peut tourner comme ça. Et c'est vrai que c'est quand même des solutions qui nous demandent d'aller bousculer un peu Oui, nos croyances et nos oui, situations habituelles. oui, Je sais que là, vous voyez, par exemple, avec ma compagne, on l'avait déjà fait pour la grande, ça, par contre. On dort séparément. oui, Bébé est allaité, bébé est en cododo. On dort séparément, tout simplement parce qu'en fait, la qualité de notre sommeil passe avant oui. Mmh. la convention sociale Ouais. du couple hétérosexuel qui dort ensemble. Après, il faut se dire que c'est vraiment une période, Oui, transitoire et que voilà, c'est particulier et ouais, il faut pas oublier son couple aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de oui, bah, choses qui il y a d'autres façons dont le couple peut se retrouver. Je pense que c'est vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est peut-être l'occasion de repenser des habitudes. Et en effet, le fait que les deux ne se fatiguent pas en même temps, c'est sûrement une piste mmh. vraiment à explorer, quoi. Là, on a parlé voilà, des difficultés sur le moment. Quels sont les impacts à long terme hein, sur la relation père-enfant, pour revenir à la dépression paternelle? Quels sont les impacts à long terme que ça peut engranger? Et peut-être aussi après, dans un second temps, sur le couple? Bah, on en a parlé, hein, l'impact, de la dépression postnatale sur, son enfant, et ben, ça va être en termes d'interaction, et de lien avec son bébé. Donc l'attachement, qu'on a, ça va être un attachement qui est pas sécurisé, et donc un bébé qui va être un peu, ce qu'on appelle éclaté, qui peut être, plus angoissé, moins bien dormir, voilà, un défaut d'interaction avec son nouveau-né, ça peut altérer son développement psychoaffectif. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est vraiment quand c'est sévère et prolongé. Mmh. Hein, mais c'est en ça aussi qu'il faut montrer l'importance de l'impact que ça peut avoir et que c'est important de consulter tôt, en fait. Et très souvent, les papas, moi, que je vois en consultation, bah, la dépression, elle s'est déjà bien installée depuis longtemps. Et en fait, les dépressions, on sait les traiter. Plus on vient tôt, plus c'est facile à traiter. Plus c'est enquisté et plus ça va être compliqué. Donc, c'est vrai que c'est important. Alors, je sais que c'est difficile d'aller consulter un psychiatre et que en France, on a une vision un peu négative de la psychiatrie. Alors que, par exemple, aux États-Unis, on va consulter un psychiatre comme on va voir un médecin généraliste. Donc il faut changer notre vision, je pense, du psychiatre. C'est une spécialité qui se rajeunit, qui est en pleine, révolution scientifique. Il faut pas avoir peur, vraiment, c'est pas parce qu'on va voir un psychiatre qu'on est fou. Simplement, parfois, dans nos vies, on a des moments où c'est plus compliqué et en fait, on a juste besoin d'un petit coup de pouce et c'est pas forcément, pour un suivi, sur des années, hein. C'est rien qu'une consultation, déjà, ça peut faire bouger les choses. Bah, je peux que vous rejoindre. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, parce que je sais plus, moi, j'ai vu un psychiatre une fois. J'ai vu des psychologues, ça oui, mais j'ai vu un psychiatre une fois. Est-ce que c'est nécessaire de passer par le médecin généraliste avant d'aller voir le psychiatre? Parce qu'il me semble que moi, c'était sur prescription. Avant, c'était pas le cas, OK, ce qui était beaucoup plus facile, simple, oui. Mais là, c'est et toujours je sur crois prescription, du que coup. c'est toujours sur prescription OK. actuellement. C'est Hem, important de le dire à mais l'auditoire. ça, c'est pour les psychiatres qui travaillent, en libéral, Mmh. mais il y a aussi, des psychiatres qui sont sur des centres, qui s'appellent les centres médico-psychologiques où il y a pas forcément besoin de C'est pas un parcours de soins avec, bah, on heu peut se présenter et prendre rendez-vous. Mmh. d'accord. Ouais, c'est important de le Et puis savoir. les psychiatres, à l'hôpital, c'est pareil. Mais c'est vrai que ça entrave, Bah oui. la facilité à consulter, ouais. Moi, je sais que alors je sais pas, ce que vous en pensez. Moi, je sais que au niveau de la santé mentale, moi, je vous rejoins. J'ai coutume de dire que, la santé mentale, c'est un peu comme le reste de la santé, c'est une sorte d'hygiène qu'il faut réussir à installer. C'est vrai que je perçois plus des psychologues, moi, que des psychiatres. Peut-être parce que les psychiatres, du coup, je les vois comme des médecins et en France, on a cette vision très allopathique de: «On ne va voir que quand on a un problème». Mmh. Après le psychiatre, enfin, on peut aller le voir et c'est pas forcément pour une prescription, médicamenteuse, hein. Oui, mais complètement, mais tout à fait. Moi, la majorité
des patientes et patients que j'ai en consultation, je leur prescris pas de traitement. Il faut aussi changer Il notre faut vision changer qu'on cette a. perception complètement. Mais il y a vraiment une stigmatisation de la santé mentale qui empêche les gens de consulter. Et en plus, dans la période périnatale, en fait, il y a un truc où on a un enfant, donc on se doit d'être heureux. Et en fait, ça, c'est aussi un deuxième frein qui empêche de consulter. Je vous rejoins complètement. Et en plus, sur la santé mentale, donc en effet, comme vous l'avez spécifié, si on va voir quelqu'un, c'est qu'on est fou, pour le dire de manière comme ça. Aller voir un psychiatre, c'est qu'on a un gros problème mental. Psychologue aussi. Moi, je vois plutôt ça, encore une fois, comme de l'hygiène. C'est des fois, on va chez le dentiste parce qu'en fait, il faut faire des visites de contrôle. C'est de l'hygiène. Voilà. Voilà. Ça, chez le gynéco pour les femmes aussi. Peut-être un jour chez l'urologue quand les mecs seront moins sensibles au sujet. Mais et pour moi, la santé mentale, c'est pareil de temps en temps. Prendre un ou avec un psychiatre ou une psychologue, ça peut être intéressant. Moi, je sais que face aux difficultés de ce second postpartum, j'ai vu une psychologue 2 fois, par exemple, parce que je sentais cette dépression voilà, je me sentais sans énergie, Ouais. avec même des idées très noires, vraiment, et puis surtout dans le regret de me dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi Ouais. il est là. Et alors, pour les gens qui nous écoutent, ça ne veut pas dire que ces pensées intrusives disparaissent, ça veut juste dire qu'on sait mieux les accueillir. Le travail avec la psy, en tout cas, que j'ai fait. En tout cas, c'est important de s'autoriser à dire ces pensées-là, parce que c'est humain. Oui, et c'est en les gardant en plus qu'on peut nourrir de la honte, de la Voilà. culpabilité. Mm. Il faut que ça sorte. Oui. Juste pour finir sur cette petite anecdote, la psychologue aussi avait vraiment insisté sur le sommeil. D'ailleurs, un des plans d'action qu'on avait mis en place, c'était comment dormir, quoi. Oui. On avait vraiment analysé ça ensemble et ça a l'air con, parce qu'en fait, c'est plutôt du coaching. Mais c'est plutôt, OK, comment dormir? Mais c'est pour ça, le psychiatre, il peut donner des conseils comme ça, très concrets, sans forcément prescrire des traitements, des clés qui permettent de mieux vivre les choses, et puis proposer aussi des psychothérapies ou des choses comme la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous Oui. connaissez, des exercices de respiration comme ça qui vont adapter le rythme cardiaque et permettre, une anxiolyse en fait, comme si on prenait un traitement anxiolytique. Donc il y a plein de Ça peut choses. faire tout ça? Il y a Par contre, je ne savais pas que ça pouvait faire Alors ça. si on le fait, régulièrement, OK, tous les soirs, oui, ça a cet effet-là. C'est montré dans les études incroyable. scientifiques. Ah Et là, je ne savais pas du tout. je rebondis sur les symptômes, Allez-y, je vous de en prie. dépression. C'est vrai que dans l'esprit, des gens, quand on est déprimé, on est triste. Mais en fait, Ouais. la dépression, elle peut avoir un autre visage et ça peut être, de la fatigue, de l'irritabilité. C'est pas que de la tristesse. Donc voilà, soyez, vigilants sur ces signes-là aussi. Moi, je sais que, un des indicateurs alors c'est dans le cas d'un second enfant parce que j'ai pas du tout été en dépression, je m'en suis même pas approché, je pense, à la naissance de Sarah. Là, je pense que j'ai un peu flirté avec et je pense que c'est pas tout à fait fini. Mais, un des signes, moi, qui m'a alerté, c'était surtout ma relation avec l'enfant, Mmh. en tout cas la plus grande, où, moi qui suis, à fond, éducation, positive, voilà, dans l'accompagnement sans perfection, la question est pas là, mais j'avais vraiment beaucoup de réactions, en effet, d'irritabilité. Une absence de patience qui ne me correspond pas. Et c'était au-delà du simple manque de sommeil. Et c'est vraiment un signe, je le dis pour l'auditoire si jamais ça peut aider, c'est vraiment un signe qui m'a alerté de me dire là, en fait, il y a un truc, c'est plus moi, je me reconnais Oui, pas. il y a une sorte de Quelque chose qui rupture se passe, avec un quoi. état antérieur. Exactement. Mais vraiment quelque chose de profond, quoi. Mmh. C'est pas évident. Et voilà, le simple fait d'en parler, des fois, ça suffit. Je pense, moi, à titre personnel, que en parler, alors vous allez peut-être me dire si c'est pertinent ou pas, mais en parler avec une personne autre que notre compagne, des amis ou quoi, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui a cette neutralité, ce recul. C'est très important et c'est d'avoir, comme ça quelqu'un, d'extérieur en Mm. fait, au cocon familial. Ça nous permet d'avoir un autre angle en fait, et de pouvoir faire, questionner le patient et de voir les choses un petit peu autrement. Donc c'est important d'avoir ces espaces-là pour déposer, les difficultés et ce regard, voilà, un peu extérieur, quoi. Comment les professionnels de santé peuvent mieux repérer et prendre en charge les pères en dépression postnatale? Bah, c'est vrai que pour les femmes, oui, on a des outils de dépistage comme Ah, il y a des l'échelle, échelles, ouais. d'Édimbourg. Ouais. Pour les hommes, ça n'existe pas. Pas encore. Pas encore, mais Vous allez on le va y faire. travailler, on va y travailler. Mais peut-être que, par exemple, les sages-femmes, alors je sais qu'elles ont pas beaucoup de temps, mais Mm.
peu le premier rempart finalement. Elle pourrait poser la question au papa, voilà, de savoir juste si ça va bien. Rien que ça, en fait, ça peut ouvrir la parole aux difficultés. Et puis après, orienter, parce que les psychologues de la maternité, elles peuvent aussi recevoir les papas pendant la grossesse ou dans le postpartum, ou en tout cas orienter. Et les médecins de famille, tout ça, est-ce que c'est des sujets auxquels ils sont Oui, sensibilisés? pas tellement, J'ai pas l'impression. pas tellement, mais c'est en ça que je pense qu'il faut Mais vraiment même pour les mères, hein, si je peux oui, me oui, permettre, hein. et en fait, on est vraiment, entre guillemets, un peu à la ramasse. Déjà, en termes de cours sur, la psychiatrie, c'est quand même assez pauvre, hein, pour les professionnels, que ce soit pour, les infirmiers ou les sages-femmes, donc il faut vraiment qu'on renforce ça et encore plus, dans cette période, de périnatalité où, c'est quand même une approche qui est un peu plus, spécifique. Selon vous, est-ce qu'il y a d'autres lacunes, auxquelles moi je pense pas, par rapport à la prise en charge de cette condition-là, chez les hommes? Il manque beaucoup de structure et d'étayage pour les papas. Nous, à Sorbonne, là, on essaie de monter des groupes, pairs, sur les maternités. Il y a beaucoup de demandes parce que finalement, les pères aiment bien se retrouver, ensemble et échanger, leur vécu. Et ça existe pas, dans toutes les Mmh. maternités et je pense qu'il faudrait le proposer. C'est pareil en termes de, parfois il y a des situations, tristes où les papas se retrouvent seuls avec leur, nouveau-né, et ça peut être compliqué. Il existe que très peu en fait d'unités parents-bébés qui acceptent, en fait de prendre les pères et leurs bébés en hospitalisation, par exemple, pour les OK. soutenir à la parentalité, donc ça, il en existe, mais c'est très, très rare et je pense que ça devrait, Ça existe pour les mères? pour les mères, ça existe D'accord, et certaines structures, justement, prennent les pères, mais pas assez, à mon avis. d'accord. OK. C'est des unités, qu'on appelle parents-bébés où, les mères sont hospitalisées avec leur bébé, 24 heures sur 24. Voilà, dans des cas de fragilité, psychique ou organique et qu'elles ont besoin d'être soutenues, en postpartum immédiat. J'ai une question qui me vient parce que là, on parle de père, de mère, donc on est dans un discours qui est très hétéronormé, bien sûr, dans une société hétéronormative. Est-ce qu'il y a des études peut-être qui existent pour savoir si c'est propre à tous les coparents? Je veux dire, que ce soit un couple de femmes, ou un couple d'hommes, est-ce que déjà c'est étudié? Et si oui, est-ce qu'on trouve, que chez n'importe quel coparent, peu importe son sexe et son genre, il y a ces mêmes traits qu'on peut retrouver dans la dépression, postnatale chez les pères? Alors c'est oui, parce que en fait, c'est un changement, il y a tout ce qui est facteur, biologique, modification, cérébrale pendant la grossesse, donc ça, c'est très biologique, mais il y a aussi, tout ce qui est, sociétal et puis changement de vie, et en fait, on s'est aperçu que ce soit pour, des couples de femmes ou d'hommes, en fait, il y avait des modifications cérébrales qui se faisaient aussi dans le postpartum, en lien avec l'expérience, en fait, l'expérience de la parentalité et donc il y a aussi, des dépressions, bien évidemment chez les coparents qui sont mais on connaît pas encore bien la prévalence. Donc ça, D'accord, c'est aussi des études à à affiner. mener. Mais on voit qu'il y a aussi des modifications qui se font et qui rendent plus vulnérables. Et en termes de symptômes, là aussi, on retrouve l'aspect genré, c'est-à-dire, si par exemple, dans un couple de femmes, on va avoir la mère, qui a donné naissance, par exemple, et l'autre coparente qui n'a pas donné naissance, mais elle va avoir des symptômes, du coup, qui correspondent à la dépression postpartum des mères? Alors ça, c'est compliqué. Ça Ça, serait on ne sait pas ça encore. aussi, ça serait Ça intéressant serait à très creuser. intéressant à explorer, ouais. Ouais. Est-ce que c'est dû au fait d'avoir donné naissance, du coup? En fait, c'est pas bio Tout est ça intriqué. serait incroyable. Tout est intriqué, donc Ouais, ça serait une belle étude à faire, ouais. il y a un beau champ de recherche. Vous allez partir dans quelques années, Lucie Joly va révolutionner le monde de la dépression, postnatale. Je vous le souhaite, Oui, parce que c'est vous hyper faites intéressant partie des comme pros champ qui de travaillent le sujet. Il y en a pas assez à mon on goût. n'est pas assez, ouais. Voilà, donc merci de le faire. Du coup, justement, dernière question. Si vous aviez, tous les pouvoirs, hein, dans ce pays, voilà, vous avez tous les pouvoirs dans le pays, vous faites ce que vous voulez, Ça serait au niveau magique. social et politique, quelles sont, les mesures sociales et politiques qui seraient nécessaires selon vous pour mieux sensibiliser et traiter la dépression, postnatale des pères?
Bien, Peut-être celle des mères en même temps. On va oui, pas se mentir, faire hein. déjà des campagnes de sensibilisation, d'essayer d'informer la population des spécificités de cette dépression postnatale chez le père, qui est quand même très particulière. J'ouvrirais des structures spécialisées, ça n'existe pas assez. C'est vrai que dans le postpartum, que ce soit pour la mère ou le père, ça contraste avec le moment de la grossesse où il y a beaucoup de rendez-vous. Et en fait, dans le postpartum, après, il y a plus grand-chose. Donc, j'ouvrirai des structures pour aider à la parentalité. J'essaierai d'accentuer les soins pour le père, parce il n'existe pas grand-chose en ce moment. Je ferai des outils de dépistage, comme des échelles d'Édimbourg qui sont faites pour les femmes, donc plutôt orientées sur les hommes. Je ferai des études scientifiques, justement, pour essayer de comprendre la relation entre les hormones du père, donc ça peut être la testostérone, d'autres hormones, et le lien avec les modifications cérébrales qu'on a pu observer sur imagerie dans plein d'études, pour proposer des traitements justement spécifiques à la dépression postnatale. Est-ce que ça serait pas une chouette idée? Alors, l'échelle pour les pères n'existe pas encore, mais imaginons qu'elle existe. Est-ce que ce serait pas une chouette idée aussi d'intégrer l'échelle d'Édimbourg, et donc imaginons qu'il y en a une qui est, appelons-la Oslo, j'en sais rien, pour l'échelle des pères, mais dans les carnets de naissance. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est aussi lié à la santé du bébé, et du coup, ça serait diffusé partout. Déjà, pour celle des mères, on pourrait peut-être le faire tout de suite. Oui, oui, mais c'est sûr que là, ça se fait un peu, en tout cas à la maternité. Il y a souvent une échelle d'Édimbourg qui est glissée dans le dossier, enfin le compte-rendu d'hospitalisation. Mais en effet, ça serait bien, parce que c'est vrai que, par exemple, les sages-femmes qui interviennent à la maison après Bah ouais. l'accouchement, elles s'intéressent beaucoup aux nouveau-nés. Et en fait, il n'y a pas grand-chose pour les aider à comprendre ce qui se passe pour les parents. Et donc, de leur donner un outil comme ça qu'elles peuvent faire passer et qui pourrait être glissé dans le carnet de santé, ça pourrait être une bonne idée. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose, ou un dernier message que vous souhaiteriez passer aux parents, futurs parents qui vont écouter ça? Mon dernier message, c'est vraiment, venez voir les psychiatres, n'ayez pas peur, on est gentils et plus on vient tôt, plus c'est facile. Donc voilà, venez, et puis ça peut être que pour 1, 2 consultations, rien que ça peut débloquer les choses. Merci beaucoup, docteur Joly. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt!